Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier live LinkedIn dédié à Sapiens. Merci de votre présence. Merci également de votre indulgence puisque aujourd'hui c'est notre tout premier live LinkedIn et donc navré pour d'éventuels aléas techniques. Pour nous présenter et me présenter, j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter Sapiens, qui est le premier multifamily office entièrement digitalisé. Je suis accompagné sur ce live par Pierre Moreau, qui répondra à vos éventuelles questions sur le chat. Ce dernier sera également disponible au travers d'un lien de prise de rendez-vous que vous pourrez utiliser dans les commentaires ou également sur les commentaires du replay. Je remercie également Aurore et Minel pour l'organisation de ce live. Avant toute chose, qui est Sapiens? Sapiens est issu de la joint venture entre, d'un côté, Ivesta, qui est le premier multifamily office du marché français, selon Leaders League. C'est un multifamily office structuré en 2016 qui gère aujourd'hui près de 5 milliards d'euros. Un portefeuille d'une centaine de clients, une centaine de familles parmi les plus grands entrepreneurs français. Je pense notamment à Olivier Duhat, qui est un investisseur et actionnaire historique d'Ivesta. Je pense également à Céline Lazorte, qui est la cofondatrice de MangoPay et de Litchi, ou également Augustin Paluel-Marmont, pour ceux qui ont apprécié ou qui apprécient encore les pâtisseries Michel et Augustin. Tout ça pour dire que ces entrepreneurs de renom bénéficient aujourd'hui de l'offre Ivesta. Néanmoins, ils en bénéficient parce qu'ils ont un patrimoine minimum de 20 millions d'euros. Et l'enjeu de Sapiens a été de reprendre cette offre produit et de la rendre accessible pour des investisseurs dont le patrimoine se situe entre 1 et 20 millions d'euros à partir d'un ticket d'entrée de 100 000 euros. Donc Sapiens est issu en effet d'Ivesta et également issu du groupe Mata Capital, qui est une société de gestion de portefeuille immobilière qui gère aujourd'hui près de 2 milliards d'encours, avec une quarantaine de collaborateurs et qui, au sein de ses activités, avait incubé une startup nommée AlphaCap, qui était une plateforme d'investissement dédiée au non-coté, que nous avons fait évoluer sur Sapiens. D'où ce lien en partie à l'immobilier, avec cette question qui nous anime: quand l'immobilier vacille, où investir vos liquidités? J'ai eu la chance de travailler dans ce secteur qui est l'immobilier au travers de mes différentes activités, puisque j'ai eu la chance d'être le cofondateur de Wisside Immobilier, qui était une des toutes premières plateformes de crowdfunding immobilier sur le marché français. J'ai pu financer pour une centaine de millions d'euros des promoteurs immobiliers, des marchands de biens, des aménageurs, des lotisseurs sur le territoire français. Et j'ai eu par la suite la chance de diriger le développement au sein de la société de gestion Mata Capital et donc de découvrir cet environnement de la structuration de fonds d'investissement, du sourcing d'opportunités d'investissement, notamment dans l'immobilier d'entreprise, et d'être challengé par nos partenaires, encore aujourd'hui fidèles, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine, des multifamily office ou encore des banques privées. C'est donc un environnement que j'apprécie, sur lequel j'ai eu la chance de monter en compétences et sur lequel, naturellement, à titre privé, j'ai eu la chance de faire quelques beaux investissements. Donc nous avons tâché, à l'occasion de ce live LinkedIn, de pouvoir répondre à cette fameuse question: où investir nos liquidités quand l'immobilier vacille? Tout d'abord, un bref rappel sur la situation des marchés immobiliers et l'importance de rappeler que l'immobilier est en effet un actif cyclique. Il ne nous a pas échappé que le marché subit actuellement une correction accélérée liée à une hausse accélérée comme le marché n'en avait pas connu depuis 1994, une hausse accélérée des taux d'intérêt. Entre 2022 et 2023, les taux directeurs de la Banque centrale européenne ont explosé de plus de 4,5%, ce qui a naturellement provoqué un assèchement des liquidités et donc une réduction des volumes de transactions et une correction des marchés immobiliers. Nous avions connu une précédente crise au moment des chocs pétroliers dans les années 90. Nous avions également connu
une autre crise liée plutôt à la crise des subprimes dans les années 2008. Mais aujourd'hui, cette crise est un peu particulière parce que depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'inflation. Depuis 20 ans, les liquidités abondaient. Et c'est ce qui explique pourquoi, en 2022, nous avions atteint ce pic que l'on voit en haut à droite de 30 000 euros par mètre carré sur le bureau prime. Ce qu'on appelle le bureau prime, c'est les actifs de bureau les mieux placés, les mieux loués, avec les meilleures prestations. Et donc, avec un tel niveau de valorisation lié à un tel afflux de liquidités, il est normal que face à cette hausse subite du taux d'intérêt, du taux d'intérêt, nous ayons cette violente correction. Quand on regarde un peu plus dans le détail cette situation, on constate que les valeurs immobilières sont très fortement corrélées à l'OAT, c'est-à-dire le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans. Et quand on regarde la température de l'immobilier, on utilise cet indicateur que l'on appelle le taux prime. C'est-à-dire, comme j'expliquais, ceci concerne un actif prime, donc très bien placé, récent, avec un très bon locataire, loué. Et le taux prime est le loyer perçu sur cet actif divisé par son prix d'achat. Donc plus le taux prime augmente, plus mécaniquement, malheureusement, la valeur de l'actif diminue, et inversement, plus le taux prime, ce qu'on appelle se compresse, se réduit, plus la valeur de l'actif est en train d'augmenter. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une décompression des taux prime, c'est-à-dire une hausse des taux prime qui est liée effectivement à la baisse de valorisation des actifs immobiliers. Ce qu'on constate historiquement, c'est qu'il y a toujours un écart de l'ordre de 2 à 3% entre le taux de l'OAT et le taux prime immobilier. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. En effet, c'est cette prime de risque qui invite les investisseurs, au lieu de placer leur liquidité sur l'OAT à 10 ans, eh bien de le placer dans l'immobilier pour aller chercher une prime de risque, aller chercher une performance supplémentaire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec cette hausse subite des taux d'intérêt, eh bien il n'y a plus cette prime de risque entre les taux prime et l'OAT. Et donc cette prime de risque doit se reconstituer. L'immobilier est un actif long terme qui subit une vraie inertie. Et donc notre conviction, c'est que l'on va continuer à voir ces taux prime décompressés, c'est-à-dire augmenter pour offrir à nouveau une prime de risque aux investisseurs et leur permettre d'avoir un intérêt à réinjecter des liquidités sur l'immobilier. Ensuite, quand on regarde dans le détail la notion des volumes, on se rend compte qu'il y a eu une réduction subite des volumes de transactions sur l'immobilier d'entreprise, puisque c'est moins de 50% d'opérations réalisées entre 2023 et 2022. Cette réduction des volumes est différente d'un actif à l'autre, puisqu'en l'occurrence, l'hôtellerie qui résiste finalement très bien à cette hausse des taux n'a vu ses volumes baisser que de 3%, et c'est un secteur qui, vulgairement, reprend un peu du poil de la bête au lendemain du Covid, à contrario des bureaux qui subissent une réduction des volumes de près de 54%. Pareil, quand on analyse un peu plus en détail les notions purement immobilières, ce qu'on appelle de gestion, notamment le taux de vacance, c'est-à-dire le pourcentage de mètres carrés vacants, il est très différent d'une zone à l'autre. Si vous regardez Paris Intramuros, ce qu'on appelle Paris QCA, quartier central des affaires, vous avez un taux de vacances de moins de 3,5%. Et comme vous avez toujours une forme de rotation des locataires, 3,5% est quasiment un taux de vacances nul, donc un taux d'occupation complet. A contrario, si vous allez en première couronne, et en particulier dans des zones un peu compliquées comme Péry-Défense, nord de Paris comme Aubervilliers ou Saint-Denis, vous allez monter sur des taux de vacances de 15 à 20%. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, au lendemain du Covid, il y a une réorganisation de ce marché de bureaux qui impacte fortement, malheureusement, les zones les moins attractives et les actifs qui étaient les moins rénovés, les moins intéressants pour les éventuels locataires. On parle d'immobilier d'entreprise, bureau, logistique, activité, mais le résidentiel n'est malheureusement pas épargné. En effet, on constate que sur 2023, à novembre 2023 pour ces chiffres, la majeure partie effectivement des grandes villes ont vu la valeur du résidentiel corrigée. D'autant plus dans les villes où il y avait eu une spéculation extrêmement forte, je pense notamment à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Paris. Et si l'on ajoute en plus l'impact de l'inflation sur cette correction, puisque l'immobilier résidentiel est normalement indexé sur l'inflation, eh bien on se rend compte que
au-delà d'être corrigée, elle n'a pas suivi l'inflation et donc si on regarde Bordeaux, on arrive sur une évolution réelle de moins de 12%. Puisque je rappelle que l'inflation de 2023, c'est 4,9%. Elle devrait être plus modérée sur 2024 aux alentours de 2,5%. Donc une correction, toutes classes actives confondues, notamment sur le résidentiel, liée aux difficultés des particuliers à se financer. Je rappelle que on considérait qu'en 2021, la capacité d'acquisition moyenne d'un particulier était de l'ordre de 223 000 euros. En 2023, on tombe à 162 000 euros si on regarde les 20 plus grandes villes françaises. Le seul point d'optimisme un peu sur le marché résidentiel, c'est que quand on regarde un peu les chiffres en décembre 2023 sur la fin d'année, on voit quand même une augmentation des pourcentages des mandats. C'est-à-dire que les agents immobiliers qui subissent aujourd'hui une situation particulièrement compliquée voient les volumes des mandats augmenter. Alors, est-ce que c'est parce que le marché reprend? Est-ce que c'est parce que les vendeurs comprennent qu'il s'agit de rapidement vendre leurs biens plutôt que subir une baisse à venir? Seul l'avenir nous dira sur 2024. Et cette situation de correction à la fois sur l'immobilier d'entreprise et l'immobilier résidentiel génère néanmoins des opportunités. En effet, on constate qu'un certain nombre de propriétaires, notamment institutionnels, ont subi une pression de leurs investisseurs pour leur offrir la liquidité. Je pense notamment aux sociétés civiles de placement dans l'immobilier. Je pense notamment aux unités de compte immobilières avec la fameuse unité de compte Capimo qui a fait l'objet de rachats particulièrement conséquents sur 2023. Et donc ces fonds d'investissement ont dû procéder à des arbitrages pour pouvoir à la fois maintenir leur performance et surtout honorer les demandes de liquidité des investisseurs. Et donc ça génère ce qu'on appelle des vendeurs contraints que l'on rencontre aussi du côté des promoteurs et des marchands de biens, puisque un promoteur qui aurait acheté un terrain en 2021 ou en 2022 à des valeurs élevées, mais à l'époque optimise sur sa capacité à céder les appartements sur des prix aussi élevés, aujourd'hui n'est plus en capacité de réaliser ces opérations. S'il aujourd'hui engage des travaux, engage son opération, il sait qu'il sera en perte. Et donc mécaniquement, il préfère ce qu'on appelle rendre les clés ou à la banque ou au marché, et ce qui peut provoquer des décotes particulièrement importantes. Les gérants de Mata Capital m'informaient récemment qu'elles pouvaient constater des décotes jusqu'à moins 50% sur des opérations de marchand de biens particulièrement mal engagées. Et donc, cette situation de vendeur contraint, notamment pour les acteurs un peu opportunistes, qu'on appelle les acteurs value-add à forte création de valeur, qui sont capables d'acheter ce qu'on appelle un actif en difficulté, de le rénover, de le démolir éventuellement, de le redévelopper ou de faire une extension, effectivement, sont en capacité aujourd'hui d'acheter de très belles décotes et donc à terme, on espère de générer de belles performances sur le long terme. Après avoir fait cette analyse macro, intéressons-nous maintenant à une vision un peu plus micro au niveau du patrimoine des investisseurs français. Ce qu'on constate quand vous regardez le graphe à gauche, c'est que si on regarde les investisseurs au niveau de patrimoine le plus faible jusqu'au patrimoine le plus élevé sur la droite, donc au 9e décile, on constate que à partir d'un certain niveau de patrimoine, à partir en l'occurrence du 8e, 9e décile, la part de l'immobilier détenu dans son patrimoine se réduit au profit de patrimoine financier, au profit de patrimoine professionnel. Ce qui est important ici de constater quand on analyse ces datas sur le patrimoine des Français, c'est que l'immobilier représente une part trop importante du patrimoine des Français. C'est près de 60% du patrimoine des Français si on ajoute la résidence principale, la résidence secondaire et d'éventuels investissements locatifs. C'est très bien quand l'immobilier va bien. Quand il corrige, c'est une bonne partie du patrimoine qui peut être corrigée. Et donc, c'est malheureusement un signal dans le manque de diversification du patrimoine qu'il s'agit de corriger. Nous avons une chance en France, c'est que nous avons des taux fixes, mais la hausse des taux que l'on a rencontrée a amené notamment sur fin 2023 des banques à proposer des crédits à taux variable. C'est intéressant pour éventuellement obtenir un financement, espérer une correction à la baisse des taux, mais c'est aussi s'exposer le jour où peut-être dans peut-être 10, 20 ans, on aura peut-être à nouveau une hausse des taux, à une augmentation substantielle des mensualités, et donc une difficulté
à honorer son emprunt. Donc une grande vigilance et un grand besoin, clairement, quand on analyse le patrimoine des Français, à la diversification. D'autant plus que, sans dresser un tableau particulièrement négatif, mais aujourd'hui, la détention et la gestion de l'immobilier en direct est rendue de plus en plus compliquée pour différentes raisons. La première, elle est environnementale. On sait que le bâtiment, c'est 45% de la consommation énergétique. Et que le gouvernement, l'Europe, malgré les débats qu'il y a eu avec Bruno Le Maire, sont engagés pour interdire la location de passoires énergétiques. Déjà, depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de louer, puisque vous pouvez toujours céder avec une décote, mais il est interdit de louer des appartements, des maisons classifiées G+, au titre du diagnostic de performance énergétique. À compter du 1er janvier 2025, il faudra avoir un DPE minimum de F. 1er janvier 2028, de E. 1er janvier 2034, de D. Et ce qui veut dire que il faudra injecter ce qu'on appelle des CAPEX, des investissements, pour rénover ces appartements, ces logements. Sachant que souvent, si vous voulez passer du F, du E ou au BBC, eh ben, sur un appartement, selon le rapport Sichel, c'est près de 25 000 euros en moyenne d'investissement, puisqu'il va falloir à la fois travailler la menuiserie, à la fois travailler le chauffage, et pour une maison, c'est encore plus conséquent, c'est près de 46 000 euros. Donc vous allez avoir toute une partie du parc immobilier qui va devoir nécessiter des travaux conséquents. Et notre vision, c'est qu'un peu comme on le voit en Allemagne ou en Suisse, vous allez avoir des gros acteurs institutionnels qui vont acheter en bloc des pans entiers du résidentiel français pour pouvoir les rénover parce que malheureusement, une partie des particuliers ne pourront pas le faire. Ensuite, vous avez également la loi sur l'artificialisation nette des sols. C'est-à-dire que dans certaines zones, vous ne pouvez plus artificialiser des sols. Et donc, vous devez, si vous bétonnez quelques milliers de mètres carrés, compenser en naturalisant une autre partie du territoire. Et ce qui veut dire que les projets d'extension de zones commerciales, les projets logistiques ou les grands projets industriels seront beaucoup plus compliqués. Et donc, on va avoir une rareté de l'immobilier et une difficulté à réaliser ces opérations, ce qui est une opportunité pour les opérateurs opérationnels, ce qui rend effectivement la gestion du foncier pour les particuliers compliquée. En parlant de gestion, nous avons une forme de financiarisation et de sensibilité beaucoup plus juridique de notre population. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les questions d'impayés, de contentieux sont de plus en plus nombreux et de plus en plus compliqués à traiter entre les locataires et les bailleurs. Donc là encore, la gestion aujourd'hui, même locative résidentielle, exige un niveau de professionnalisme supplémentaire. À titre personnel, notamment pour mon investissement locatif, j'utilise Rentila, sans faire de la pub, j'ai pas d'action de Rentila, mais c'est un outil extrêmement utile à la fois pour rédiger un bail dans les règles de l'art, pour pouvoir piloter ses charges, pour pouvoir piloter ses indexations, pour pouvoir envoyer dans les temps ses quittances à ses locataires. Et donc voilà, c'est un point important de rigueur à avoir. Ensuite, vous avez toutes ces contraintes légales et fiscales. Il vous a pas échappé aussi que dans certaines grandes villes, vous subissez un encadrement des loyers sur le résidentiel, ce qui limite mécaniquement votre performance. Il y a la limitation sur le Airbnb, hein, donc faire un business plan uniquement sur du Airbnb, aujourd'hui c'est 120 nuitées par an, demain ça peut être maximum de 120 nuitées par an. Et vous avez aussi dans le viseur de Bercy les niches fiscales liées aux locations meublées non professionnelles. Et donc là, il est prévu en 2025 une refonte complète de cette fiscalité qui ne sera naturellement pas en faveur des propriétaires. Donc vigilance quand vous constituez aujourd'hui des business plans, d'autant plus que avec la hausse des taux d'intérêt, si vous voulez acheter de l'immobilier locatif en direct, il va falloir trouver de très belles rentabilités. Puisque si on s'amuse à faire une simulation sur un studio à 100 000 euros, avec aujourd'hui un taux d'intérêt à 4,4% en moyenne, un taux d'assurance à 0,36%, ça veut dire que vous allez avoir une mensualité de 659 euros par mois. Si on ajoute les 10% de charges taxes foncières et autres, ça veut dire qu'il va vous falloir près de 8% de rendement locatif. 8% de rendement locatif, c'est beaucoup plus facile à Millau, dans l'Aveyron, qu'à Paris. Donc ça oblige à un sourcing extrêmement sélectif et surtout à une gestion active pour, à minima, ne pas avoir à réinjecter du cash sur vos mensualités d'emprunt. Et encore plus si effectivement vous voulez un cash flow positif, où là il va falloir aller chercher près de 10% de rentabilité
locative. Donc l'immobilier en direct, ça reste une approche intéressante, c'est un atout notamment grâce à l'effet de levier, mais effectivement, les conditions actuelles exigent une plus grande rigueur et une plus grande vigilance sur les opérations. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que l'immobilier n'est pas une classe d'actifs intéressante. Au contraire, il s'agit simplement de la gérer avec des bonnes pratiques. Et ce graphe qui analyse le couple risque-rentabilité et risque-performance de l'immobilier démontre que finalement, toute classe d'actifs confondue, sur les 15 dernières années, l'immobilier a offert un excellent couple risque-rentabilité. Alors effectivement, nous étions dans des circonstances économiques particulièrement favorables, avec effectivement des liquidités pléthoriques liées à la baisse des taux d'intérêt. Il n'empêche que l'immobilier démontre sa plus faible volatilité par rapport au marché action, démontre aussi sa capacité à être indexé sur l'inflation encore plus quand vous travaillez notamment sur l'immobilier d'entreprise, puisque l'indexation est beaucoup plus forte, que ce soit sur les commerces, que ce soit sur les bureaux. Vous pouvez aussi faire supporter beaucoup plus de charges à vos locataires dans l'immobilier d'entreprise que dans l'immobilier résidentiel. Et l'élément clé, je l'évoquais précédemment avec les problématiques sur l'artificialisation des sols, sur les problématiques fiscales également, il va y avoir une forme de rareté dans l'immobilier qui va aussi amener à une valorisation sur le long terme des actifs qui répondront néanmoins aux attentes des utilisateurs. Puisqu'il ne vous a pas échappé que au lendemain de la crise sanitaire, les questions de l'utilisation des bureaux avaient fortement évolué avec le télétravail, avec le flex office, qui exige une beaucoup plus grande modularité des travaux, qui exige aussi un positionnement des bureaux différents. Il y a de ça quelques années, pour des logiques de réduction de coûts, c'était peut-être très bien d'avoir des équipes de back middle office au fin fond de la banlieue parisienne. Aujourd'hui, si vous voulez recruter des jeunes recrues, vous avez l'obligation, ou du moins la contrainte, de plutôt revenir dans le centre de Paris parce que elles veulent passer moins de temps dans les transports et elles veulent avoir un environnement socio-culturel beaucoup plus intéressant. Donc en prenant en compte ces éléments, il existe effectivement toujours des opportunités. Nous aimons bien aussi comparer le patrimoine des investisseurs particuliers à ce qu'on appelle l'approche et la stratégie des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle en anglais les endowments. Donc par exemple les fonds de pension, les grandes universités américaines, Harvard, Yale, Stanford, qui elles se projettent sur des investissements très long terme, puisque ça peut être 100, 200 ans, puisqu'elles vont venir réfléchir à comment maximiser la performance liée aux droits de scolarité des différents étudiants. Et donc, ce qu'on constate sur ce graphe, c'est que la part notamment du non-coté a fortement augmenté entre 2012 et 2022, que ce soit sur la partie dette privée, sur la partie également private equity. Et donc, ce qu'on appelle real assets, sont les actifs réels qui englobent à la fois l'immobilier et les infrastructures, représentent grosso modo, à horizon, là ici, c'était en 2022, environ 6% de l'allocation globale des investisseurs institutionnels. C'est donc une classe d'actifs qu'elle considère comme toujours intéressante et comme toujours créatrice de valeur. L'autre aspect aussi important quand on analyse l'immobilier, quand on essaie d'avoir une approche stratégique de son allocation, c'est les questions de corrélation. Petit rappel de nos cours de maths du lycée, je rappelle qu'une corrélation à 1, c'est une corrélation parfaite. C'est-à-dire que si ça monte de 10%, votre autre actif monte également de 10%, et inversement. Ce que cette matrice nous apprend, c'est que en travaillant sur des actifs décorrélés, vous pouvez limiter la volatilité de votre portefeuille. Vous pouvez en améliorer sa résilience. Typiquement, si dans un portefeuille, vous venez mixer ce qu'on appelle le MSCI World, qui est l'indice de la capitalisation mondiale, qui regroupe en fait les plus grandes sociétés cotées en bourse au niveau de la planète, eh bien, si vous associez dans votre portefeuille ces classes d'actifs avec les real assets, donc l'immobilier et l'infrastructure, eh bien, l'indice de corrélation est à 0,09, donc quasiment inexistant. A contrario, le MSCI World, lui, est beaucoup plus corrélé au marché du LBO, donc leverage buyout, qui consiste à faire du capital investissement sur des entreprises en forte croissance, extrêmement rentables et qui sont capables effectivement de se développer grâce à l'effet de levier. Pareil, on a pris l'exemple d'un mandat de banque privée équilibré et on a constaté qu'il était très corrélé au MSCI World. Et ça, c'est
une petite analyse, un petit challenge que j'invite nos chers investisseurs de Sapiens à faire avec leurs conseillers bancaires ou CGP, c'est que quand vous avez une allocation d'assurance vie ou de plan épargne retraite, demandez le niveau de corrélation entre ces différentes lignes. C'est bien beau des fois d'avoir une trentaine de lignes, mais si toutes ces lignes sont corrélées sur des facteurs de 0,8 à 0,9, il va falloir peut-être aller chercher au sein de ce portefeuille plutôt des sujets sources de décorrélation. Et le non-coté avec notamment la dette privée, le private equity et surtout l'immobilier et les infrastructures sont d'excellents sujets de décorrélation. Raison pour laquelle, si aujourd'hui vous souhaitez vous exposer à l'immobilier et vous posez la question comment améliorer la diversification de mon patrimoine avec l'immobilier, eu égard à ce qu'on a évoqué par ailleurs avec cette correction en cours et avec la difficulté de détenir de l'immobilier en direct, eh bien, voici quelques exemples de ce qu'on appelle solutions d'investissement pierre-papier. Vous avez les fameuses SCPI, Sociétés civiles de placement dans l'immobilier, qui ont connu d'ailleurs ces derniers mois, pour certaines, une correction assez massive, puisque pour les plus impactées d'entre elles, elles ont baissé leur valeur liquidative jusqu'à 17%. Néanmoins, quand on fait l'analyse sur, pareil, une dizaine d'années du TRI de ces SCPI, on reste sur un TRI, un taux de rentabilité interne positif aux alentours de 4%. Donc l'immobilier, même en cette période de correction assez sévère, sur du long terme, reste un placement rentable. Et les SCPI peuvent être utilisées, c'est pour ça qu'elles sont très connues, comme un outil de génération de revenus complémentaires. C'est un outil de distribution. Certaines SCPI, d'ailleurs, versent, entre guillemets, leurs dividendes, donc leur loyer, de manière mensuelle. Le minimum de souscription est relativement modeste, puisque c'est quelques centaines d'euros. Et vous pouvez soit y investir en direct, que ce soit une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire via une société. Et vous pouvez aussi investir via l'assurance vie ou le plan épargne retraite individuel. Et pour des performances dont l'écart type est assez large, puisqu'on peut avoir 4% pour les SCPI que je qualifierais un peu de bon père de famille, notamment comme épargne pierre, jusqu'à 7%, puisque c'était le cas sur 2023, des SCPI un peu plus dynamiques, notamment les nouvelles SCPI qui peuvent aujourd'hui acheter des actifs aux nouvelles conditions de marché. Donc, je vous invite, si demain vous faites une allocation de SCPI, à regarder avec attention un certain nombre de paramètres. On ne va pas les citer tous ici, mais il y a naturellement sa stratégie. Est-ce que ça va être une SCPI française, européenne, avec notamment l'impact fiscal que peuvent avoir les SCPI exposés en Allemagne et qui évitent la double imposition? Vous pouvez regarder naturellement le niveau de capitalisation et le patrimoine. Est-ce qu'il est diversifié? Est-ce que ce sont de gros actifs de plus de 100 millions d'euros? Au contraire, des actifs très diversifiés de quelques dizaines de millions d'euros chacun? Est-ce que le taux de vacances est élevé? Est-ce que le taux d'occupation financier est également en phase avec le marché? Est-ce que la SCPI a constitué des réserves? Est-ce qu'elle les a utilisées pour verser de la performance dans ces mauvaises années 2022-2023? Ou est-ce qu'il lui reste encore beaucoup de réserves pour pouvoir distribuer de la performance? Est-ce qu'elle a correctement provisionné ses travaux? Puisque on parle beaucoup aujourd'hui du mur de la dette environnementale. Et c'est vrai que certains patrimoines, quand on les analyse en profondeur, vont exiger dans les années à venir pour, pour se s'aligner sur les attentes des locataires, vont devoir investir des sommes considérables en termes de rénovation énergétique. Il va falloir aussi regarder des sujets un peu plus financiers. Est-ce que c'est une SCPI fortement endettée? Est-ce que cet endettement est plutôt à taux fixe ou à taux variable? Est-ce que cette SCPI, finalement, dans 2 ans, va devoir ce qu'on appelle renouveler une bonne partie de sa dette et alors qu'elle avait des financements à 1%, va passer sur des financements à 3-4% et donc ça va forcément avoir un impact sur la performance de celle-ci? Est-ce qu'on peut aussi analyser les éléments humains? Parce qu'une SCPI, c'est aussi une question d'hommes. Ce sont des gérants, des hommes, des femmes qui gèrent cette SCPI. Est-ce que les équipes en place sont stables ou est-ce qu'il y a eu un gros turnover? Est-ce qu'il y a eu aussi des alertes, ce qu'on appelle AMF, de l'autorité des marchés financiers, qui surveillent le travail des sociétés de gestion, qui vérifient qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qui vérifient que la communication soit équilibrée? Et ça, c'est aussi un signal de rigueur assez important à analyser en tant qu'investisseur. Donc voilà quelques exemples et je terminerai avec un sujet un peu technique, mais ce qu'on a connu en 2023 sur les SCPI, c'est aussi en partie lié à certaines SCPI qui avaient beaucoup d'investisseurs institutionnels à leur capital. Et les investisseurs institutionnels ont malheureusement, pour certains, déclenché des rachats particulièrement importants dans les SCPI. A contrario, on s'est rendu compte que les investisseurs particuliers qui étaient positionnés sur du long terme et qui continuaient à recevoir leur distribution, puisque finalement la distribution des SCPI en 2023
est équivalente à celle de 2022, puisqu'en moyenne, on est environ à 4,5%, les particuliers sont restés positionnés. Donc là encore, un conseil, c'est regarder les SCPI qui ont un capital en partie, et plutôt en grande majorité, détenu par des particuliers, et avec plutôt une proportion la plus limitée possible auprès d'investisseurs institutionnels. Et s'il y a des investisseurs institutionnels, s'assurer qu'ils ont des contraintes en cas de liquidité. Ensuite, vous avez les fameux OPCI, organismes de placement collectif dans l'immobilier. C'est un sujet que l'on traite assez peu chez Sapiens pour une raison simple, c'est que l'on considère que c'est un véhicule un peu hybride, qui mixe à la fois le financier et l'immobilier. Donc vous n'avez ni 100% de la performance et de la décorrélation liée à l'immobilier, ni 100% de la performance liée aux actions. Et donc ce qu'on constate malheureusement, c'est que les OPCI ont fortement souffert ces dernières années. À ne pas confondre avec les OPPCI, les organismes de placement professionnel collectif dans l'immobilier, qui eux ont une attitude beaucoup plus large, puisque les OPPCI ont la capacité d'être 100% exposés à l'immobilier. Ensuite, vous avez les fameuses foncières cotées, ou SIC, qu'on appelle les sociétés spécialisées dans l'investissement dans l'immobilier, qui, elles, sont cotées. C'est une approche intéressante de l'immobilier si vous voulez bénéficier pleinement de la liquidité. Attention, néanmoins, parce que comme elles sont sur les marchés financiers, eh bien, elles sont très fortement corrélées naturellement au marché. Néanmoins, elles ont été tellement impactées pendant la période Covid et à la suite de la hausse des taux d'intérêt qu'il existe aujourd'hui une opportunité d'investir dans ces foncières cotées dont la valorisation sur le marché est inférieure à la valeur réelle de l'actif immobilier et qui pour certaines ont des taux d'occupation suffisamment bons pour envisager des beaux niveaux de distribution puisqu'on peut attendre des performances jusqu'à 6%. Elles sont d'ailleurs aussi accessibles, comme c'est un sujet financier, en assurance vie, en plein épargne retraite, et également sur les comptes titres ordinaires. Enfin, vous avez aussi les sociétés civiles. Ce sont ces unités de compte immobilières dont on entend souvent parler puisqu'elles peuvent être logées dans l'assurance vie ou également dans les plans épargne retraite, avec des niveaux de performance variés. Et malheureusement, je recite Mecapimo qui a fait l'objet d'une correction particulièrement élevée sur son unité de compte au cours de l'année 2023. A contrario, vous avez d'autres unités de compte qui se sont très bien comportées, notamment, et je disclose puisque je suis associé de Mata Capital, mais force est de reconnaître que Mata Capital a délivré d'excellentes performances sur l'exercice 2023, puisque son unité de compte MCF IMOCAP Value a largement rempli son objectif de performance, puisque elle termine à 4,61% de performance. Et quand on analyse sa performance sur 3 ans, sa performance moyenne est supérieure à 6%, ce qui la classe deuxième meilleure unité de compte sur les marchés. Pourquoi? Eh bien parce que les équipes de gestion ont été extrêmement sélectives et surtout qu'elles ont fait preuve d'un asset management, d'une gestion particulièrement active en fait de leur portefeuille pour toujours aller chercher un maximum de performance. Donc être au contact des locataires, dès qu'une cellule était vide, trouver un nouveau locataire, dès qu'il fallait faire des travaux, les injecter de manière à valoriser leur portefeuille. Ensuite, vous avez la dernière approche qui est plutôt dédiée aux investisseurs professionnels ou assimilés professionnels, donc qui ont une capacité minimale d'investissement de 100 000 euros et qui, eux, peuvent accéder aux sociétés de l'e-partenariat, les fameuses SLP, ou les FPCI, fonds professionnels de capital investissement, qui, parce qu'ils sont des fonds professionnels, sont souvent sur des structures de frais beaucoup moins élevées que les solutions d'investissement à destination du grand public et qui, surtout, ont moins de contraintes de diversification et donc peuvent avoir des stratégies d'investissement beaucoup plus engagées, beaucoup plus sophistiquées. Un FPCI est notamment en capacité de mixer à la fois du private equity et de l'immobilier. C'est notamment le cas quand vous avez des fonds d'investissement qui investissent dans l'hôtellerie avec murs et fonds de commerce, ou également des fonds d'investissement qui investissent dans des opérations de promotion et de marchand de biens. Et là, on peut atteindre des taux de rentabilité interne supérieurs à 10%. Mais attention, ce sont plutôt des véhicules de capitalisation, c'est-à-dire que vous allez aller chercher une plus-value et non pas une distribution régulière comme vous pouvez aller le chercher sur les SCPI. Pour terminer cette séquence sur l'immobilier, je ne pouvais pas terminer sans naturellement vous partager les convictions de Sapiens sur les classes d'actifs et les allocations que nous proposons à nos investisseurs. Je précise effectivement que nos investisseurs font l'objet d'une analyse patrimoniale en amont. Nous essayons de traduire leurs objectifs patrimoniaux en objectifs d'investissement, leurs objectifs de vie en objectifs d'investissement. Et nous structurons les allocations les plus résilientes, les plus performantes possibles en fonction de
ces besoins avec une méthodologie assez simple, c'est que nous, mais redoutablement efficace, nous aidons les investisseurs à déterminer leur poche de sécurité. C'est souvent d'ailleurs un point sur lequel on ne gagne pas d'argent parce qu'on les laisse gérer cette poche de sécurité avec leur banque, notamment en utilisant des comptes à terme ou autres sujets, mais ça permet à minima de les rassurer sur une partie de leur épargne financière utilisée pour faire face à d'éventuels aléas, tout en naturellement essayant de limiter l'impact de l'inflation avec notamment des comptes à terme ou des fonds euros. Ensuite, on va travailler sur des poches projets plutôt sur des maturités 5-6 ans et on va terminer sur ce qu'on appelle les poches long terme où là, une fois les poches sécurité et poches projet traitées, nous allons pouvoir aller chercher un maximum de performance en acceptant le temps long et c'est là où on va retrouver notamment les actifs réels que sont l'infrastructure ou l'immobilier et surtout le private equity qui historiquement est la classe d'actifs en capacité de générer le plus de performance. Donc, quelques éléments sur les solutions d'investissement proposées par Sapiens, qui, je le répète, sont issues de la sélection extrêmement rigoureuse réalisée par Ivesta. Vous avez sur la partie financière, notamment les sujets liés aux ETF. Donc, les ETF, ce sont des fonds indiciels qui ont une gestion passive. Donc, rappel de la définition entre gestion passive et gestion active. La gestion passive, c'est un ETF qui va reproduire un indice, par exemple le CAC 40, donc il va reproduire la capitalisation et l'évolution du CAC 40 de manière algorithmique, de manière automatique. Pareil, vous pouvez avoir un ETF Nasdaq qui va reproduire la composition du Nasdaq. A contrario, la gestion active, c'est une équipe humaine de gérants qui va faire ce qu'on appelle du picking et sélectionner des actions Air Liquide, des actions Renault, des actions Amazon. Ce qu'on constate historiquement, et un certain nombre d'études académiques l'ont démontré, c'est que en raison de la différence de frais majeure entre un fonds indiciel et un fonds de gestion active, il est très compliqué pour les gérants de battre leur indice, c'est-à-dire de créer de l'alpha, la surperformance par rapport à un ETF. Je vous donne l'ordre de grandeur. Un ETF, on peut être sur ce qu'on appelle une commission de gestion de l'ordre de 0,1%, alors qu'un fonds de gestion active, vous êtes plutôt entre 1 et 2%. Donc vous avez quasiment un facteur 10, ce qui rend très compliqué le travail des gérants. Et c'est la raison pour laquelle, sur Sapiens, nous privilégions pour nos investisseurs la gestion active à un minimum de frais pour nos investisseurs. Et la raison pour laquelle les ETF sont peu utilisés aujourd'hui par beaucoup d'acteurs, malheureusement, de la gestion de patrimoine, c'est que Sapiens ne touche aucune rétrocession sur les ETF parce qu'il n'y a pas du tout de marge quand vous avez un ETF qui est chargé à 0,2% par rapport à un fonds de gestion active action qui est à 2% et sur lequel un professionnel de la gestion de patrimoine toucherait une rétrocession de l'ordre de 1%. Sur la partie obligataire, nous avons une approche un peu différente parce qu'à contrario, quand on regarde dans les chiffres, on se rend compte que les très bons gérants, et de manière répétitive et de manière substantielle, arrivent à gérer de l'alpha, c'est-à-dire de la surperformance, dans une gestion active et dans la sélection des titres obligataires. Donc c'est la raison pour laquelle là, on peut être amené à travailler avec des fonds de gestion active. Sur les produits structurés, c'est un sujet qui peut être éminemment rémunérateur, éminemment performant, à condition de le travailler dans des conditions de marché adéquates et à condition de le travailler aussi avec des structures de frais adaptées. Et c'est ce que nous nous attachons à faire sur Sapiens. Aujourd'hui, nous considérons que la volatilité des marchés n'est pas suffisante pour justifier la structuration d'un produit structuré de campagne. Par contre, à partir de montants suffisamment substantiels, on peut créer sur mesure des sujets permettant à la fois des sujets de capitalisation ou de distribution. Et je donne juste un petit exemple, c'est qu'un produit structuré chez Sapiens, c'est ce qu'on appelle un upfront de l'ordre de 2%. On sait que sur le marché, certains acteurs pratiquent des upfronts de 5 à 8%, qui obèrent mécaniquement la performance des produits structurés. Donc là encore, j'attire les investisseurs sur la vigilance à avoir dans la structure de frais de leurs investissements sur des produits structurés. Sur la partie actifs réels, j'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé de Mata Capital. Je fais juste une petite parenthèse sur l'infrastructure parce que c'est également une grande conviction des équipes d'investissement Sapiens, c'est que l'infrastructure va devenir en 2026 une classe d'actifs avec un encours sous gestion supérieur à celle de l'immobilier. Que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays émergents, vous avez un énorme besoin de construire de nouvelles infrastructures et de rénover les infrastructures existantes. Alors, par infrastructure, on parle d'infrastructure de transport, d'infrastructure de télécommunication. La fibre optique est une infrastructure. Et on s'intéresse, nous, chez Sapiens, énormément aux infrastructures de transition énergétique. Parce que, premièrement, il y a un énorme besoin de construction d'infrastructures énergétiques, centrales photovoltaïques, éolien, biomasse.
mais qu'en plus, il y a un énorme afflux de liquidités qui fait que des acteurs, notamment comme Eiffel, qui sont en capacité de financer en amont des projets de transition énergétique, sont en capacité ensuite de les revendre à tous ces acteurs institutionnels qui ont besoin d'investir pour des raisons notamment d'investissement durable dans ces classes d'actifs, et donc de générer de très belles performances. Ensuite, vous avez le sujet de la dette privée, qui aujourd'hui répond aux besoins de PME, d'ETI, qui ont besoin de se financer pour leur croissance, pour faire de la croissance externe, pour se développer à l'international. Mais sur ce segment, les banques sont de moins en moins présentes. Et donc, vous avez toute une série de fonds d'investissement privés, notamment Andera Partners, qui est un acteur français et un des leaders européens de dette privée, qui financent ces PME et ces ETI. Vous avez également Flexam, qui fait la dette privée, mais de manière un peu particulière, puisque elle finance sous la forme de leasing des infrastructures de transport pour des opérateurs européens. Et donc, c'est une excellente d'ailleurs solution de distribution de revenus complémentaires. Et enfin, vous avez le private equity, qui aujourd'hui est une classe d'actifs indispensable à avoir dans son portefeuille, mais attention, sous certaines conditions. Puisqu'il y a private equity dans le sens où, comme l'immobilier, le private equity a connu ces 20 dernières années un afflux de liquidité. Et donc, même les aveugles, entre guillemets, étaient en capacité de pouvoir faire des performances, puisque les valorisations ne cessaient d'augmenter, les multiples de résultats nets d'EBITDA augmentaient. Aujourd'hui, comme l'immobilier, il va falloir créer de la valeur de manière intrinsèque dans ses participations. Il va falloir avoir des stratégies d'investissement sophistiquées pour pouvoir générer les mêmes niveaux de performance. Et donc, c'est ce travail que les équipes d'analyse d'Ivesta ont réalisé, de screener l'ensemble du marché du private equity en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, pour pouvoir identifier les fonds d'investissement les plus pertinents et les plus adaptés aux conditions du marché actuel et en capacité de reproduire les performances qu'elles ont pu connaître ces dernières années. C'est pour ça que nous avons constitué un blend, une allocation de fonds de private equity complémentaire pour pouvoir offrir ce niveau de performance à nos investisseurs. Nous avons sélectionné Stepstone, qui est le leader mondial du private equity secondaire, c'est-à-dire du marché de l'occasion sur le private equity. Il ne nous a pas échappé que le marché des fusions-acquisitions et des introductions en bourse était quasiment à l'arrêt et que les fonds d'investissement ont besoin néanmoins de fournir de la liquidité à leurs investisseurs quand le fonds arrive à maturité. Eh bien, c'est via notamment des fonds de private equity secondaires qui vont venir racheter des participations existantes des fonds d'investissement ou qui vont venir directement racheter les participations des investisseurs au niveau des fonds, mais ceci avec des décotes qui vont en fait créer ce marché secondaire. Donc là, il y a une réelle opportunité pour aller chercher de la performance en bénéficiant de ces décotes. Ensuite, vous avez Balderton Capital, qui est un leader européen basé à Londres et accessoirement dirigé par un Français, Bernard Liotto, qui a été le premier Français d'ailleurs à introduire une société française au Nasdaq, qui développe cette magnifique firme avec des verticales exceptionnelles, notamment sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et on est là issu sur du venture capital avec une équipe en capacité de pouvoir générer de la performance sur le long terme. Et vous avez dans cette allocation une volonté d'avoir aussi deux sujets un peu plus bon père de famille dans le monde du private equity, puisque ce sont deux très beaux asset managers du monde du LBO, Carlyle, European Partners, qui est extrêmement connu, et également Equity, qui est issu d'un très gros single family office basé en Suède et qui, aujourd'hui, depuis les 30 dernières années, ont été en capacité de générer des performances exemplaires. Et l'analyse s'est également faite sur cette question de volatilité. Nous avons voulu choisir des acteurs du LBO qui, tous les ans, tous les millésimes, ont été en capacité de maintenir le même niveau de rigueur, le même niveau de valeur ajoutée dans leur participation pour servir ce niveau de performance. Voilà ce que je voulais partager au sujet de Sapiens. Je vous remercie de votre attention, de votre présence sur ce premier live Sapiens. Je vous donne également rendez-vous pour ceux qui sont disponibles à notre webinaire ce jeudi 25 janvier à 18h en présence de Rémi Douchet, qui est le cofondateur d'Ivesta et à mes côtés cofondateur de Sapiens. Nous aurons également Pierre Moreau qui est responsable du développement. Vous aurez également directement son lien dans les commentaires pour éventuellement prendre des rendez-vous. Dans les commentaires, vous aurez aussi le lien pour vous inscrire à ce webinaire qui sera beaucoup plus détaillé sur l'offre et la méthodologie proposée par Sapiens. En tout cas, merci de votre attention. Merci de votre intérêt sur l'immobilier. Nous espérons avoir répondu à vos questions sur l'immobilier qui est aujourd'hui, qui connaît une situation un peu particulière. Et je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.